J'ai apporté l'appareil photo de ma défunte femme à développer, m'attendant à des souvenirs. Le photographe, un ami de la famille, m'a arrêté et m'a dit, ne montrez ces photos à personne d'autre. Curieux, j'ai demandé pourquoi. Il m'a tendu une enveloppe scellée avec des mains tremblantes. Ce que j'ai vu dans ces dernières photos a révélé un secret terrifiant qui allait tout changer. Veuillez vous abonner et indiquer d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Pendant 3 mois, cet appareil photo est resté là, intact. Je n'avais aucune idée qu'il changerait ma vie pour toujours. 3 mois après avoir enterré ma femme, j'ai finalement trouvé le courage de toucher à son appareil photo. Je m'appelle Steven Mills, et à 67 ans, je n'aurais jamais pensé apprendre à vivre seul dans ce ranch du Montana. Nathalie et moi y avons élevé 2 enfants, Bryce, qui dirige une entreprise de transport en difficulté en ville, et Adrienne, qui a fait un beau mariage en épousant Rodri Stone il y a 6 ans. Nous avons bâti une belle vie sur ces 12 200 acres, environ 4 900 hectares, en regardant notre bétail paître et nos petits-enfants grandir. Puis avril est arrivé et tout a changé. Le vieil appareil Nikon trônait sur notre comptoir de cuisine, tel un monument au chagrin. Nathalie l'avait emporté partout avec elle durant sa dernière année, documentant notre ranch avec la passion de quelqu'un qui le voyait pour la première fois. Elle avait été la conductrice la plus prudente que je connaisse, mais ils ont dit que ses freins avaient lâché sur l'autoroute 12. Juste une de ces choses qui arrivent aux véhicules anciens, m'a dit le shérif. J'avais évité la boutique photo de Howard en ville, mais ce matin-là était différent. C'était peut-être la lumière d'automne qui filtrait par notre fenêtre, la même heure dorée qu'elle avait poursuivie religieusement. J'ai enveloppé l'appareil dans une vieille chemise en flanelle et j'ai conduit les 20 minutes jusqu'à Millfield. Howard Sinclair développait les photos de notre famille depuis avant même notre mariage. Sa boutique se trouvait entre la quincaillerie Murphy S et l'ancien dîner, maintenant juste une autre vitrine vide dans une ville mourante. Steven. Howard leva les yeux avec une sympathie prudente. Je me demandais quand vous passeriez. J'ai posé l'appareil photo sur son comptoir. Sa dernière pellicule. Je suis prêt. Howard manipula le Nikon avec révérence. Elle aimait cette vieille machine, demandant toujours des précisions sur les ouvertures de diaphragme et les vitesses d'obturation. Elle disait que la photographie lui avait appris à vraiment voir les choses. Le serment familier m'a étreint la gorge. Combien de temps? Donnez-moi 1 heure. J'ai parcouru les rues vides de Millfield, comptant les panneaux, à louer, comme des pierres tombales. Quand je suis revenu, Howard attendait avec une enveloppe Kraft, l'air troublé. La plupart sont magnifiques, Steven. D'une qualité vraiment professionnelle. Le bétail du ranch, le vieux chêne près de votre portail. Il marqua une pause, regardant vers sa vitrine. Mais il y a quelque chose que vous devez voir. Venez à l'arrière. Il m'a conduit au-delà des présentoirs jusqu'à sa chambre de développement. Des photos étaient suspendues à une corde à linge comme des preuves. La première série montrait des scènes typiques du ranch. Puis elles ont changé. Ces dernières sont différentes, dit Howard à voix basse. On dirait qu'elles se cachaient, prenant des photos derrière des arbres. Les images montraient notre pâturage et sous des angles dissimulés. Des hommes en combinaison de protection blanche travaillant près de Willow Creek. Du matériel que je ne reconnaissais pas. Puis la dernière photographie m'a frappé comme un coup de poing. Roderick Stone. Mon gendre se tenait près de notre ruisseau dans l'obscurité de l'aube. À côté de lui, un étranger l'aidait à déverser le contenu de grands conteneurs métalliques directement dans l'eau. Même dans la lumière granuleuse, leurs actions étaient sans équivoque. Délibérées, secrètes, criminelles. Mon Dieu, ai-je murmuré. Howard s'est approché. Steven, ces photos. Si les mauvaises personnes savent qu'elle les a prises, vous pourriez être en grand danger. Cachez-les en lieu sûr. Mes mains tremblaient alors que je prenais les photos. Qu'est-ce qu'il déversait? Rien de légal. Et Steven. Howard m'a saisi l'épaule. Soyez très prudent en qui vous avez confiance. S'ils l'ont tué pour ces photos, les mots restèrent en suspens entre nous, comme une condamnation à mort. La défaillance des freins de Nathalie prenait soudain un sens terrible. Vous pensez qu'ils ont assassiné ma femme? Le silence d'Howard fut une réponse suffisante. J'ai conduit jusqu'à la maison, l'enveloppe brûlante sur le siège passager. Depuis combien de temps Nathalie les observait-elle? Que avait-elle découvert, et pourquoi ne m'avait-elle pas dit qu'elle était en danger? Notre ranch avait l'air différent alors que je garais la voiture dans l'allée,
non plus comme le sanctuaire que nous avions bâti, mais comme une scène de crime. Le ruisseau où nous avions appris à pêcher à nos petits-enfants, maintenant contaminé par ce que mon propre gendre avait déversé. La question était maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Histoire de grand-père, histoire vraie, pression familiale et menaces. Cet après-midi-là, Adrienne et Rodrigue sont arrivés à l'improviste. J'avais à peine fini de cacher les photographies quand leur BMW a crissé sur l'allée de gravier. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé ma fille sortir, ses talons de créateur complètement inadaptés à la vie au ranch. Rodrigue a redressé son costume coûteux, le genre d'homme qui portait une cravate pour rendre visite à la famille. Il venait plus souvent depuis les funérailles, toujours avec une sollicitude prudente qui semblait répéter. « Papa, tu as l'air fatigué. » Adrienne m'a embrassé sur la joue, son parfum piquant contrastant avec l'odeur du foin. Cette maison semble si vide. Je me débrouille bien. Rodrigue s'est installé dans mon fauteuil sans y être invité. Steven, nous nous sommes inquiétés. Gérer 12 200 acres seul à votre âge. C'est une responsabilité énorme. Je le fais depuis 40 ans. Avec l'aide de Nathalie, dit doucement Adrienne. Mais maintenant je le fais seul. Rodrigue se pencha en avant, son sourire étudié. En fait, c'est pour ça que nous sommes là. J'ai parlé avec des associés de votre situation. Il y a une société de développement très intéressée par cette propriété. Elle n'est pas à vendre. Bien sûr que non, s'empressa de dire Adrienne. Nous explorons juste des options pour votre sécurité. Rodrigue sortit un dossier en cuir. Environ 2,8 millions d'euros, Steven. Une offre en espèces, vente rapide. Vous pourriez acheter un bel endroit en ville, un de ces condos près du terrain de golf. J'ai regardé les papiers. 2,8 millions d'euros pour une terre que mon grand-père avait défrichée à la main. Ce ranch est dans notre famille depuis 80 ans. Les temps changent. Vous avez 67 ans, Steven. Combien de temps encore pouvez-vous supporter les exigences physiques? Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. Le même calcul froid que sur cette photographie. Vous savez, Steven, continua-t-il en se levant pour me dominer de sa hauteur. Le travail au ranch est dangereux à votre âge. Machinerie lourde, terrain accidenté, animaux imprévisibles. Un homme pourrait se blesser gravement s'il ne fait pas attention. Un moment d'inattention et... Il laissa les mots en suspens. Me menacez-vous, Rodrigue? Son rire fut trop rapide. Menacé? J'essaie d'aider la famille. Je m'inquiète pour votre sécurité. Des accidents arrivent tous les jours dans les ranchs. Adrienne toucha son bras. Chérie, peut-être que nous devrions. Votre père est intelligent, Adrienne. Il comprend ce que je dis. N'est-ce pas, Steven? Je comprenais parfaitement. Les mêmes personnes qui avaient tué ma femme me disaient que je pourrais être le prochain. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, mais ne prenez pas trop de temps. Rodrigue rassembla ses papiers. Des opportunités comme celle-ci ne durent pas éternellement, et franchement, à votre âge, le temps n'est pas quelque chose que vous avez en abondance. Ils sont partis avec la promesse de prendre de mes nouvelles bientôt. J'ai regardé leurs feux arrière disparaître, les mains tremblantes de rage. En fermant la maison pour la nuit, j'ai trouvé une carte de visite qui avait glissé du dossier de Rodrigue, coincée entre les coussins du canapé. Le nom de la société ne me disait rien. Clearwater Environmental Solutions. Mais l'adresse était locale et le logo montrait une goutte d'eau avec une montagne derrière. Le même logo que j'avais aperçu sur le matériel dans les photographies de Nathalie. Tout était lié et le temps me manquait pour comprendre comment. Histoire de grand-père, histoire vraie, preuve cachée et clé secrète. Le lendemain matin, j'ai fouillé le bureau vétérinaire de Nathalie pour la première fois. J'avais évité cette pièce depuis avril, incapable de faire face à ces dossiers méticuleusement organisés et à la légère odeur d'antiseptique qui flottait encore. Mais les découvertes de la veille avaient tout changé. Si ma femme avait enquêté sur quelque chose d'assez dangereux pour la faire tuer, les réponses pourraient être cachées parmi son travail. Son bureau était exactement comme elle l'avait laissé. Le calendrier des rendez-vous, ouvert au 18 avril, le jour de sa mort. Une tasse de café avec une auréole, des lunettes de lecture pliées à côté de son ordinateur. J'ai commencé par le classeur, parcourant les dossiers des patients pour le bétail de nos voisins. Au début, tout semblait normal.
calendrier de vaccination, contrôle de gestation, traitement de routine. Puis j'ai remarqué un motif dans son écriture, de petits points d'interrogation crayonnés à côté de certaines entrées, toutes datant des 6 derniers mois, toutes concernant des animaux de ferme le long de Willow Creek. Symptômes inhabituels, avait-elle écrit à côté d'une entrée. Bétail montrant des signes de toxicité, aucune cause évidente. Un autre dossier contenait des photographies d'animaux malades, des vaches avec des pertes de poils par plaque, des chevaux en détresse respiratoire, le chien d'un voisin mort après avoir bu dans le ruisseau. Mes mains tremblaient en sortant un dossier Kraft marqué « Recherche personnelle ». À l'intérieur se trouvaient des échantillons de sol dans de petits flacons en verre, chacun étiqueté avec des coordonnées GPS. Des résultats d'analyse d'eau de 3 laboratoires différents. Les chiffres ne signifiaient rien pour moi, mais Nathalie les avait surlignés à l'encre rouge et avait écrit « Niveau dangereux » en haut de la page. Elle avait constitué un dossier, documenté des preuves, se préparant à quelque chose. Je me suis dirigé vers sa bibliothèque, passant mes doigts sur les manuels et revues vétérinaires. Derrière son diplôme de l'Université d'État du Colorado, quelque chose a crissé, une petite enveloppe scellée et glissée dans le cadre. À l'intérieur, il y avait une clé en laiton et une note manuscrite de son écriture soignée. Steven, s'il m'arrive quelque chose, cette clé ouvre le coffre 247 à la First National de Denver. Fais confiance à Howard. Ne fais confiance à personne d'autre. Le ranch est en danger. Je t'aime. Le papier m'a glissé des doigts alors que tout le poids de la situation m'est tombé dessus. Nathalie n'était pas seulement tombée sur quelque chose de suspect. Elle l'avait systématiquement enquêté, collectant des preuves, se préparant à la possibilité que sa découverte puisse lui coûter la vie. Elle savait qu'elle était en danger. Je me suis effondré sur sa chaise de bureau, entouré de la documentation soignée de ce qui aurait pu être ces dernières semaines. Depuis combien de temps avait-elle peur? Pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé? Avait-elle essayé de me prévenir d'une manière que j'avais été trop aveugle pour voir? La clé était chaude dans ma paume, solide et réelle. Quoi qu'elle ait caché à Denver, c'était assez important pour qu'elle risque sa vie à le documenter, assez important pour que quelqu'un l'ait tué pour le garder secret. J'ai pensé à la visite de Rodri hier, à ses menaces calculées sur les accidents de ranch, à la carte de visite le reliant au matériel sur ses photos, à ma fille, mariée sans le savoir à l'homme qui avait assassiné sa mère. Debout dans le bureau de Nathalie, tenant son dernier message, j'ai compris que j'avais 2 choix. Je pouvais faire l'ignorant, vendre le ranch et passer le reste de mes années à me demander ce qui était vraiment arrivé à ma femme, ou je pouvais suivre la piste qu'elle m'avait laissée, peu importe où elle menait. La décision n'a pas été difficile. Nathalie était morte en essayant de protéger notre terre et notre communauté. Le moins que je puisse faire était de finir ce qu'elle avait commencé. J'ai empoché la clé et je me suis dirigé vers mon camion. Denver était à 3 heures de route et j'avais un coffre-fort à ouvrir. Histoire de grand-père, histoire vraie, trahison du fils et manipulation légale. Cet après-midi-là, Bryce et Vanessa sont arrivés avec de bonnes nouvelles. Je chargeais des provisions dans mon camion pour le voyage à Denver quand le pick-up de mon fils a grondé dans l'allée. Bryce est sorti avec son expression inquiète habituelle, le même air qu'il arborait depuis que son entreprise de transport a commencé à perdre de l'argent à flot. Derrière lui, Vanessa serrait une mallette en cuir comme si c'était son salut. « Papa, timing parfait. Nous devons parler de ton avenir. » Ils m'ont suivi dans la cuisine où Vanessa a étalé des papiers sur la table du petit déjeuner avec une efficacité bien rodée. « Steven, j'ai analysé le marché local, dit-elle de sa voix douce d'agent immobilier. Les prix de l'immobilier ont stagné, mais il y a un intérêt de développement important. Je ne vends pas. Bryce se pencha en avant. Papa, écoute-nous. 2,8 millions d'euros en espèces, vente rapide. Sans conditions suspensives. Tu pourrais acheter cet endroit en ville. Peut-être prendre un camping-car pour voyager. Je n'ai jamais voulu une telle chose. Vanessa sortit des brochures glacées. Ces communautés de retraités offrent tout. Golf, installation médicale, activités sociales. Plus de soucis pour le bétail ou le matériel. J'ai étudié le visage de mon fils, voyant le désespoir sous son enthousiasme. Combien dois-tu, Bryce? La question a frappé comme une gifle. Son sourire a vacillé. Ton entreprise. À quel point es-tu endetté? La main de Vanessa a trouvé son bras. Steven, ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr que si. Qui vous a parlé? Qui vous a mis ça en tête?
Les épaules de Bryce se sont affaissées. Papa, s'il te plaît, écoute. Vanessa et moi avons discuté de ta situation, vivant seul à ton âge avec toutes ces responsabilités. Ma situation est très bien. Non, elle ne l'est pas. La voix de Vanessa est devenue tranchante. Tu es isolé, en deuil, tu prends de mauvaises décisions. Hier, tu as agi de manière paranoïaque en ville, posant à Howard des questions étranges. Mon sang se glaça. Quelqu'un m'avait observé. Papa, dit doucement Bryce. Vanessa et moi avons déjà signé des papiers. Nous pensons que tu as besoin d'aide pour prendre de grandes décisions. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pour ta sécurité. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Quel papier? Vanessa ouvrit sa mallette avec une précision clinique. Une requête pour une évaluation de compétences. Nous sommes préoccupés par ton état mental depuis la mort de Nathalie. L'isolement, les théories du complot, l'incapacité à prendre des décisions rationnelles. J'ai regardé les documents légaux portant la signature de mon fils. Mon propre enfant me déclarant mentalement inapte. L'évaluation a lieu la semaine prochaine, dit Bryce, incapable de croiser mon regard. 3 médecins évalueront tes fonctions cognitives, ta capacité de décision, ta capacité à gérer tes affaires. Et s'ils te jugent incompétent, le tribunal nommera un tuteur pour gérer tes finances et tes biens, expliqua Vanessa avec satisfaction. Pour ta protection. J'ai regardé mon fils, le garçon à qui j'avais appris à conduire, à pêcher, à travailler de ses mains. L'homme dont j'avais aidé à financer l'entreprise quand les banques ne voulaient pas. Ils t'ont eu, n'est-ce pas? Ils ont promis de payer tes dettes si tu les aidais à obtenir le ranch. Papa, personne ne m'a eu. J'essaie de t'aider. Tu essaies de voler ma terre pour celui qui paie tes factures. Le visage de Bryce rougit. C'est exactement le genre de pensée paranoïaque qui prouve que tu as besoin d'aide. Il n'y a pas de complot, papa. Juste une famille qui essaie de prendre soin d'un vieil homme têtu qui ne peut pas accepter la réalité. Ils ont rassemblé leurs papiers et se sont dirigés vers la porte. L'évaluation est la semaine prochaine, a rappelé Bryce. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, papa. Je les ai regardés s'éloigner en voiture, comprenant que j'étais vraiment seul maintenant. Ma fille mariée à un tueur. Mon fils acheté par les mêmes personnes qui avaient assassiné sa mère. Denver ne pouvait pas attendre. Ce que Nathalie avait caché pourrait être ma seule chance de tout sauver. Histoire de grand-père, histoire vraie, révélation du coffre-fort de Denver. La nuit suivante, j'ai conduit jusqu'à Denver, en évitant les autoroutes principales. J'avais attendu minuit pour partir, prenant des routes de campagne à travers les montagnes, où la surveillance serait plus difficile. Le trajet de 3 heures m'a donné trop de temps pour penser à la trahison de Bryce, à l'évaluation de compétences qui pesait sur moi. À l'aube, j'avais atteint les limites de la ville. La First National Bank se trouvait dans le quartier financier du centre-ville, un monument de granit à la vieille fortune. J'ai attendu qu'ils ouvrent, regardant les navetteurs se dépêcher avec leur café et leur smartphone, menant des vies normales, épargnées par le meurtre et la conspiration. La préposée au coffre-fort était jeune, avec des yeux bienveillants, et elle n'a posé aucune question lorsque j'ai présenté la clé de Nathalie et son certificat de décès. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Monsieur Mills, dit-elle en me conduisant dans une pièce privée. Le coffre 247 était plus grand que prévu, en métal et étonnamment lourd. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle, révélant 3 dossiers et un petit enregistreur numérique. Le premier dossier contenait des photographies de surveillance, non pas les clichés artistiques habituels de Nathalie, mais des images prises au téléobjectif depuis des positions dissimulées, des dizaines d'entre elles documentant des opérations de déversement systématique à plusieurs endroits le long de Willow Creek et de 3 autres cours d'eau du comté. Des hommes en combinaison asthma, des camions d'entreprise, des barils vidés dans des ruisseaux alimentant l'approvisionnement en eau de la ville. Les dates couvraient 8 mois, une opération continue, pas un incident ponctuel. Le deuxième dossier contenait des rapports d'analyse chimique de laboratoires indépendants. Des échantillons de sol montrant des niveaux de toxines dangereux, des études de contamination de l'eau brossant un tableau de terrorisme environnemental. Des cartes marquées de X rouge montraient le poison se propageant dans notre système d'eau souterraine. D'ici 2 ans, il atteindrait les puits de Millfield. D'ici 5 ans, toute la vallée. Le troisième dossier contenait des documents d'entreprise, des relevés bancaires, des manifestes d'expédition,
une piste documentaire reliant le déversement à des sociétés écrans et à des comptes offshore. Au centre, Cornelius Stone, le père de Roderick. Mais c'est l'enregistreur numérique qui a détruit ce qui me restait de sang-froid. J'ai appuyé sur lecture avec des doigts tremblants. La voix de Nathalie a rempli la pièce, vivante, déterminée, effrayée. Nous sommes le 15 octobre. Je les ai suivis ce soir jusqu'à l'ancienne propriété des Morrison. Steven, ce que j'ai découvert. Ils ne font pas que polluer notre terre. Ils dirigent une entreprise criminelle, prenant des millions à des entreprises de tout le pays pour se débarrasser illégalement de déchets toxiques. Notre ruisseau, notre sol, l'eau de nos voisins, tout est contaminé. Sa voix s'est brisée. J'ai tout documenté. Les signatures chimiques correspondent à des solvants industriels, des métaux lourds, des agents cancérigènes provoquant des malformations congénitales et des cancers. Ils tuent notre communauté pour le profit. Une pause, puis. S'il m'arrive quelque chose, Steven, ils m'auront tué pour garder ce secret. Ne les laisse pas s'en tirer. Ne les laisse pas empoisonner l'avenir de nos petits-enfants. L'enregistrement s'est terminé, me laissant avec le poids de son sacrifice. Ma femme avait été assassinée pour avoir essayé de sauver notre communauté du terrorisme environnemental. J'ai rassemblé les preuves avec soin. Il ne s'agissait plus seulement de notre ranch. Il s'agissait de justice pour Nathalie, de protection pour nos voisins, d'arrêter une conspiration menaçant des milliers de vies. En quittant la banque, la lumière du soleil semblait trop vive, la ville trop normale. Les gens passaient, menant des conversations ordinaires, tandis que je portais la preuve d'un empoisonnement de masse. À mi-chemin de mon camion, je l'ai repéré. Un pick-up blanc avec des plaques du Montana garé de l'autre côté de la rue. Le même véhicule que sur les photos de Nathalie. Le conducteur portait une casquette de baseball baissée, mais j'ai senti ses yeux me suivre. Il m'avait suivi jusqu'à Denver. Il savait exactement ce que j'avais trouvé. Et maintenant, je devais trouver comment l'utiliser avant qu'il ne me réduise au silence de manière permanente. Histoire de grand-père, histoire vraie, alliance avec une journaliste et mise en place du piège. Le lendemain matin, j'ai appelé Diana Crawford d'une cabine téléphonique dans un dîner de Denver. J'avais passé la nuit dans un motel bon marché, effrayé de rentrer chez moi avec ce camion de surveillance qui me filait. Le nom de Diana Crawford était apparu lorsque j'avais cherché sur Google, journaliste d'investigation environnementale Colorado. Sa signature figurait sur des articles concernant des dissimulations d'entreprises, des déversements illégaux, des politiciens acceptant des pots de vin de compagnies d'énergie. Denver Post. Crawford à l'appareil. Mademoiselle Crawford, je m'appelle Steven Mills. J'ai des informations sur une vaste opération de déchets toxiques dans le Montana. Des gens ont été assassinés pour garder le silence. Une pause. Monsieur, je reçois beaucoup d'appels. Ma femme a tout documenté avant qu'il ne la tue. J'ai des photographies, des analyses chimiques, des dossiers d'entreprise et son enregistrement vocal nommant les responsables. Où êtes-vous? 1 heure plus tard, j'étais assis en face de Diana dans une salle de conférence du Denver Post. Elle devait avoir la quarantaine, avec des yeux vifs et l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait bâti sa carrière en exposant des mensonges. J'ai étalé les preuves de Nathalie sur la table comme des cartes qui pouvaient tout faire gagner ou tout faire perdre. Diana a examiné chaque photographie méthodiquement, les comparant au rapport chimique. Ces niveaux de toxines, ce n'est pas juste un déversement illégal. C'est du terrorisme environnemental. Ma femme a remonté la piste jusqu'à un réseau d'entreprises. Des sociétés écrans, des comptes offshore gérés par Cornelius Stone. Les doigts de Diana volaient sur son ordinateur portable. Stone. Nous y voilà. Cornelius Stone. Plusieurs SARL dans le Delaware, le Wyoming, le Nevada. Un montage classique de blanchiment d'argent. Elle a levé les yeux. Steven, nous parlons d'une entreprise criminelle multi-État. J'ai joué l'enregistrement de Nathalie. Diana a écouté sans interruption, prenant des notes, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Votre femme était incroyablement courageuse et minutieuse. C'est une documentation digne d'un Pulitzer. Pouvez-vous la publier? Je dois d'abord tout vérifier. Les documents d'entreprise, les résultats de laboratoire, recouper les signatures chimiques. Elle a sorti son téléphone. J'appelle mon contact à l'EPA et quelqu'un au FBI spécialisé dans les crimes environnementaux. Pendant que Diana passait ses appels,
j'observais la circulation de Denver, pensant à ces gens normaux menant des vies normales pendant que le poison se répandait dans les eaux souterraines du Montana. Bonne nouvelle, dit Diana en raccrochant. L'EPA enquête sur des opérations similaires dans 3 États. Les preuves de votre femme comblent des lacunes dans leur dossier. Le FBI est très intéressé. Que se passe-t-il maintenant? Nous allons les exposer demain soir. Je viendrai avec vous pour les affronter. J'ai besoin de leurs aveux enregistrés. Trop dangereux. S'ils ont tué Nathalie. C'est pourquoi nous aurons des renforts. Elle a composé un autre numéro. Détective Thornfield, c'est Diana Crawford. J'ai besoin d'un soutien tactique pour une enquête sur du terrorisme environnemental. Elle a couvert le téléphone. Thornfield veut coincer des criminels en col blanc depuis des années. Il positionnera des agents autour de votre ranch, assez près pour intervenir. Mes mains tremblaient. Vous voulez que je les appelle? Dites-leur que vous êtes prêt à négocier. Faites-leur croire qu'ils ont gagné, que vous abandonnez. Ils viendront pour se vanter. Peut-être qu'ils deviendront imprudents. Diana m'a tendu son téléphone. Appelez maintenant. Demain soir, 20h. J'ai composé le numéro de Roderick, le cœur battant. Steven, j'espérais que vous appelleriez. Avez-vous reconsidéré notre offre? Peut-être. Pouvons-nous parler? Ce soir, ce n'est pas possible, mais demain soir. Parfait. Mon père et moi monterons demain à 20h. Nous avons une offre finale que vous ne pourrez pas refuser. La ligne s'est coupée. Diana tapait déjà. Ils ont mordu à l'hameçon, dit-elle avec satisfaction. Demain soir, nous mettons fin à tout ça. J'ai regardé l'écran de son ordinateur portable où elle avait commencé à rédiger l'article qui allait soit sauver ma communauté, soit nous faire tuer tous les deux. Et s'il n'avoue pas? Le sourire de Diana était aussi tranchant qu'une lame. Steven, je fais ça depuis 15 ans. Les hommes comme Cornelius Stone ne peuvent pas résister à l'envie d'expliquer à quel point ils sont malins, surtout quand ils pensent qu'ils sont sur le point de gagner. Histoire de grand-père, histoire vraie, confrontation finale et aveu. Le lendemain soir, à 20h précise, la berline noire de Cornelius Stone s'est garée dans mon allée. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine 2 silhouettes émerger, Roderick dans son costume coûteux habituel, et un homme plus âgé qui se déplaçait avec l'assurance calculée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Cornelius Stone ressemblait exactement à ce qu'il était, la vieille fortune, enveloppée dans de la laine sur mesure et une menace silencieuse. Diana s'était positionnée dans le couloir arrière 1 heure auparavant. Un équipement d'enregistrement sans fil la reliait à la camionnette de surveillance du détective Thornfield, garée à un quart de mile sur la route. Le plan était simple. Les faire parler. Capturer leurs aveux. Laisser la cavalerie arriver. Mes mains étaient étonnamment stables lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée. Cornelius. Je lui ai serré la main, notant la paume douce d'un homme qui n'avait jamais fait de travail physique. C'est gentil à vous d'avoir fait tout ce chemin. Steven. Son sourire était étudié, paternel. J'avais hâte de vous rencontrer convenablement. Roderick m'a tant parlé de la famille. Ils se sont installés dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Cornelius a pris le fauteuil de Nathalie, tandis que Roderick s'est perché sur le bord du canapé, une énergie nerveuse émanant de chaque muscle. Je comprends que vous avez reconsidéré notre offre, a dit Cornelius en sortant un portefeuille en cuir. Homme intelligent. Parfois, il faut du temps pour voir la raison. Ce ranch est dans ma famille depuis 80 ans. Et quel héritage. Mais les temps changent, Steven. Vous êtes seul maintenant, vous vieillissez. Ces 12 200 acres sont trop pour un seul homme. J'ai servi le café avec des mains qui tremblaient à peine. L'impact environnemental me préoccupe. Que fait exactement votre entreprise? Le sourire de Cornelius n'a pas vacillé. Nous résolvons des problèmes, Steven. Déchets industriels, élimination de produits chimiques, maux de tête réglementaires. Nous les faisons disparaître. Comme vous avez fait disparaître les préoccupations de ma femme. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Roderick s'est agité, mal à l'aise, mais Cornelius est resté parfaitement immobile. Votre femme était une femme charmante. Un accident tragique, ses défaillances de frein, surtout sur les véhicules plus anciens. C'est drôle avec les freins. Ils ne lâchent généralement pas tout seuls. Cornelius se pencha en avant,
son masque glissant légèrement. Steven, je vais être direct. Votre femme était trop curieuse pour son propre bien. Elle a commencé à poser des questions, à prendre des photos, à collecter des échantillons. Ce genre de comportement peut être problématique. Problématique au point de la tuer. Les accidents arrivent, surtout aux gens qui ne comprennent pas la situation dans son ensemble. Cornelius se leva, utilisant sa taille pour me dominer. Nous vous offrons 2,8 millions d'euros pour que vous partiez. Prenez-les et vivez confortablement le reste de votre vie. Refusez, et vous aurez le même accident que Nathalie. Rodrigue a finalement parlé, sa voix tendue par le stress. Notre associé est très doué pour résoudre les problèmes de manière permanente. Conduite de frein, fuite de gaz, accident de chasse. Le Montana est un endroit dangereux pour les vieillards têtus. Est-ce une menace? Cornelius rit, un rire froid et sec. C'est la réalité. Nous avons trop investi dans cette opération pour laisser un veuf en deuil tout détruire. Votre femme a appris cette leçon. Vous pouvez la prendre à la dure ou à la douce. En fait, dit Diana en sortant du couloir avec son équipement d'enregistrement. Des milliers de personnes viennent d'entendre ses aveux. La couleur quitta le visage de Cornelius. Qu'est-ce que c'est que ça? Diana Crawford, Denver Post. Merci pour cet aveu détaillé de meurtre et de terrorisme environnemental. Rodrigue se jeta sur elle, mais le son des sirènes se rapprochait déjà. Des portières de voitures claquèrent à l'extérieur, des bottes sur les marches du Porsche. Vous nous avez piégés. Rodrigue se tourna vers moi, le visage tordu de rage. Espèce de vieux salaud menteur. Il se lança à travers la pièce au moment où le détective Thornfield défonça ma porte d'entrée. 3 officiers derrière lui, armes au poing. Police de l'État du Montana. Personne ne bouge. Cornelius leva lentement les mains, son masque arrogant se fissurant enfin. C'est un piège, un enregistrement illégal. Mes avocats vont. Point être très occupé, dit Diana, toujours en enregistrant. Parce que cette conversation est diffusée en direct sur le site du Denver Post dans environ 10 minutes. J'ai regardé les menottes se refermer sur les hommes qui avaient tué ma femme, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis avril, l'espoir. Histoire de grand-père, histoire vraie, justice rendue et arrestation fédérale. L'article explosif de Diana a été publié sur le site du Denver Post à 6 heures du matin le lendemain. Je nourrissais le bétail quand mon téléphone a commencé à sonner. Des journalistes, des voisins, des parents éloignés qui avaient vu l'histoire se propager sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Le titre disait « Un éleveur du Montana expose une conspiration de meurtre environnemental », avec la signature de Diana et une photo de notre ranch au lever du soleil. À midi, l'histoire avait été reprise par CNN, Fox News et les grands réseaux. L'article de Diana exposait tout, la documentation systématique de Nathalie, l'opération de déversement illégal, le montage de société écran, et l'aveu enregistré qui avait scellé le sort de Cornelius et Rodrigue. Je regardais le reportage sur la télévision de ma cuisine quand le détective Thornfield a appelé. Steven, vous devez voir ça. Mettez la chaîne 7. L'écran montrait des agents du FBI en tenue tactique faisant une descente dans un entrepôt près de Billings. Selon le journaliste, les agents fédéraux exécutaient des mandats de perquisition simultanés dans 4 États, visant des propriétés liées au réseau criminel de Stone. Sur la base des preuves fournies par l'éleveur du Montana Steven Mills, expliqua le présentateur, les enquêteurs fédéraux ont découvert ce qu'ils appellent la plus grande opération illégale d'élimination de déchets toxiques de l'histoire des États-Unis. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Diana cette fois. Stephen, ça explose. L'EPA parle de terrorisme environnemental. Le ministère de la Justice parle d'accusations de type RICO. Et nous venons d'apprendre qu'ils ont arrêté Curtis Fleming ce matin. Curtis Fleming, l'homme des photographies de Nathalie, celui qui avait aidé Rodrigue à déverser du poison dans notre ruisseau. Il parle déjà, a poursuivi Diana. Apparemment, il ne veut pas faire face à des accusations de meurtre au niveau fédéral. Son avocat a appelé mon rédacteur en chef il y a 1 heure. Fleming est prêt à témoigner sur tout. Le sabotage des conduites de frein, le calendrier des déversements, toute l'opération. Je me suis effondré sur ma chaise de cuisine, submergé. Qu'est-ce qu'il dit? Que Cornelius Stone a ordonné le meurtre de votre femme quand elle s'est trop approchée de la vérité. Que Rodrigue a coupé ses conduites de frein sur l'autoroute 12, sachant qu'elle emprunterait cette route pour sa conférence vétérinaire à Missoula.
qu'ils empoisonnent les eaux souterraines du Montana depuis 2 ans, prenant des millions à des entreprises de tout le pays pour se débarrasser illégalement de déchets industriels. La télévision montrait Cornelius et Roderick conduits hors du palais de justice, menottés, leurs costumes coûteux remplacés par des combinaisons oranges. Cornelius gardait la tête haute, rayonnant toujours d'arrogance même avec les menottes. Roderick avait l'air brisé, vaincu, le poids de ses crimes écrasant finalement ses épaules. Les procureurs fédéraux requièrent des peines de prison à vie, a annoncé le journaliste. Les dommages environnementaux sont estimés à des centaines de millions de dollars, affectant l'approvisionnement en eau de plus de 50 000 résidents dans 4 États. J'ai pensé à nos voisins, aux familles qui buvaient de l'eau empoisonnée sans le savoir. Au bétail qui était mort, au taux de cancer qui allait probablement augmenter dans les années à venir. Tout ça pour les marges de profit de Cornelius Stone. Mon téléphone a vibré avec un texto de Bryce. Papa, j'ai vu les nouvelles. Je suis tellement désolé. Pouvons-nous parler? Puis un autre d'Adrienne. Je n'avais aucune idée. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai regardé les messages, ressentant un mélange complexe de justification et de tristesse. Mes enfants m'avaient trahi, mais ils avaient été manipulés par des maîtres criminels. L'évaluation de compétences avait déjà été annulée, difficile de déclarer quelqu'un mentalement instable quand il venait d'exposer une conspiration multi-États. La télévision est passée à une prise de vue en direct du site de nettoyage de l'EPA à Willow Creek. Des travailleurs en combinaison asthma installaient des systèmes de filtration, testaient des échantillons de sol, commençant le long processus de restauration environnementale. Le nettoyage devrait prendre des années et coûter des millions aux contribuables, a déclaré le journaliste. Mais grâce à la détermination d'un homme à découvrir la vérité sur la mort de sa femme, l'un des plus grands crimes environnementaux de l'histoire américaine a été stoppé. Je suis sorti pour vérifier le bétail, respirant l'air pur du Montana et regardant le soleil se coucher sur une terre qui était enfin de nouveau en sécurité. Les photographies de Nathalie avaient commencé ce voyage, mais c'était son courage et les preuves pour lesquelles elle était morte qui avaient traduit ces criminels en justice. Demain, je devrais trouver comment reconstruire les relations avec mes enfants. Mais ce soir, pour la première fois depuis avril, je pouvais dormir, sachant que les assassins de ma femme passeraient le reste de leur vie dans une prison fédérale. Justice avait été rendue. Nathalie pouvait reposer en paix. Histoire de grand-père, histoire vraie, réconciliation et espoir. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé tôt au ranch. Je me tenais sur le seuil de notre cuisine, regardant la lumière du matin inonder les pâturages où l'herbe nouvelle poussait à travers un sol enfin propre. L'EPA avait terminé son travail en février, déclarant notre eau saine et la terre restaurée. Les cicatrices guérissaient, tant sur la terre que dans notre famille. La voiture d'Adrienne était déjà dans l'allée. Elle venait tous les matins depuis qu'elle était revenue pour aider aux travaux du ranch. Le divorce avec Roderick avait été finalisé en janvier, juste avant sa condamnation à 25 ans de prison fédérale. Son père a écopé de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, mourant dans sa combinaison orange pendant que son empire criminel s'effondrait. Bonjour, papa. Adrienne est apparue dans la cuisine, les mains déjà sales après avoir nourri les chevaux. Elle avait troqué ses vêtements de marque contre des bottes de travail et des chemises en flanelle, redécouvrant la fille de ranch qu'elle était avant que l'argent ne complique sa vie. Le café est frais, ai-je dit, en versant 2 tasses. Bryce passe aujourd'hui vers midi. Il amène les enfants. Elle a accepté la tasse avec gratitude. Emma est excitée pour le jardin commémoratif. Elle veut aider à planter des fleurs sauvages. Le jardin commémoratif avait été mon projet d'hiver, une petite parcelle près du ruisseau où Nathalie aimait photographier la faune. J'avais choisi ses fleurs préférées, le pinceau indien, le lupin, l'astère des montagnes. De simples fleurs du Montana qui reviendraient chaque printemps. Bryce avait perdu son entreprise de transport, mais avait trouvé du travail dans une équipe de construction en ville. Un travail physique qui semblait apaiser la culpabilité qu'il portait. Nous reconstruisions la confiance, une conversation à la fois, comme on pose des pierres de fondation. Il est sobre depuis 3 mois, a dit doucement Adrienne, depuis la fin du procès. J'ai hoché la tête. La dépendance avait été la façon de Bryce de gérer la honte, mais il se battait pour redevenir l'homme que j'avais élevé. Le rétablissement était possible, pour les gens comme pour la terre. L'après-midi a apporté les rires des petits-enfants résonnant à travers les pâturages où le bétail paissait sur une herbe qui ne serait plus jamais empoisonnée. Emma, maintenant âgée de 7 ans,
m'a aidé à planter des lupins violets pendant que son frère chassait les papillons entre les poteaux de clôture. Grand-père, est-ce que grand-mère Nathalie verra les fleurs? A demandé Emma, ses petites mains douces avec les semis. Chaque printemps, quand elles fleuriront, lui ai-je dit. Elle les verra et se souviendra combien nous l'aimons. À l'approche du soir, je suis allé seul au petit cimetière sur la colline où reposent 4 générations de ma famille. La pierre tombale de Nathalie était en granit simple. Épouse bien-aimée, mère, chercheuse de vérité. Je me suis agenouillé près de sa tombe, déposant des fleurs sauvages fraîches du jardin commémoratif. Tu n'as pas seulement sauvé notre ranch, mon amour, ai-je murmuré. Tu as sauvé toute notre communauté. L'eau est propre maintenant. Les enfants peuvent de nouveau nager dans Willow Creek. Et ces hommes ne feront plus jamais de mal à une autre famille. Le vent bruissait dans les peupliers, portant l'odeur de la terre propre et de la nouvelle croissance. Quelque part dans ce son, j'ai entendu sa voix me rappelant que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré le coup. En retournant vers la maison, j'ai vu des lumières briller à chaque fenêtre, Adrienne préparant le dîner, Bryce aidant les petits-enfants avec leurs devoirs. 3 générations réunies autour de la table où Nathalie et moi avions partagé 42 ans de cafés matinaux et de conversations du soir. Le ranch continuerait. La famille guérirait. Et dans les montagnes entourant notre vallée, l'eau de source coulait de nouveau propre et pure, apportant la vie au lieu du poison. Nathalie avait donné sa vie pour protéger ce qui comptait le plus. Le moins que je puisse faire était de passer le reste de la mienne à honorer ce don. Histoire de grand-père, histoire vraie, leçon de vie et foi. Vous savez, les amis, à 67 ans, j'ai appris que les voies du Seigneur sont impénétrables. Quand j'ai perdu Nathalie, j'ai cru que mon monde s'était écroulé. Mais le Seigneur avait un autre plan. Il a utilisé son courage et ses photographies pour exposer la vérité et sauver notre communauté. Cette histoire vraie m'a appris que parfois, les plus forts parmi nous sont ceux qui se battent pour ce qui est juste, même quand cela leur coûte tout. Nathalie m'a montré que la vraie force ne consiste pas à s'accrocher à la colère. Elle consiste à s'accrocher à ce qui compte, la famille, la terre et la justice. Les histoires de grand-père comme la mienne nous rappellent que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires lorsqu'ils sont guidés par la foi. Dieu m'a donné la sagesse de voir à travers les mensonges, le courage de chercher la justice et la grâce de pardonner à mes enfants. Sans sa direction, je n'aurais jamais trouvé la force d'affronter ces hommes puissants qui pensaient pouvoir empoisonner notre terre et assassiner ma femme. En repensant à cette histoire vraie, je réalise que chaque épreuve que nous affrontons fait partie du plan plus grand de Dieu. Il a utilisé mon chagrin pour découvrir une conspiration qui menaçait des milliers de vies innocentes. Il a transformé la trahison de ma famille en une opportunité de rédemption et de guérison. Ces histoires de grand-père comptent parce qu'elles montrent comment le Seigneur agit à travers des gens brisés comme moi. Quand je pensais être seul, il m'a fourni des alliés comme Howard et Diana. Quand je me sentais vaincu, il m'a donné les preuves dont j'avais besoin pour chercher la justice. Histoire vraie après histoire vraie, cela prouve qu'avec l'aide de Dieu, même la plus petite voix peut dire la vérité au pouvoir. Les histoires de grand-père nous enseignent qu'il n'est jamais trop tard pour se battre pour ce qui est juste. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu à défendre la vérité quand cela semblait impossible? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice est possible. Parfois, nous avons tous besoin qu'on nous rappelle qu'avec la foi et le courage, même les secrets les plus sombres ne peuvent rester cachés pour toujours.